J'ai grandi avec, ces valeurs de partage, d'altruisme. À la maison, il n'y avait pas vraiment, maman n'était pas du tout croyante, mais finalement, en y réfléchissant, elle nous a élevés dans l'amour de l'autre. Elle disait toujours, voilà, vous me connaissez, pour moi la religion, ça n'a pas d'importance, mais vous devez aimer elle disait votre prochain. Donc finalement, elle utilisait des termes qu'on retrouve dans plusieurs religions. Et on a été élevés, c'était la maison du bonheur. Il y avait toujours une place à table pour quelqu'un. Alors oui, avec un papa qui était lui croyant, pratiquant, on avait toujours, que ce soit à Noël, à Pâques, des invités qui venaient pour ces fêtes parce qu'ils étaient seuls, parce qu'on devait partager. Mon parcours professionnel ensuite m'a dirigée vers la communication, la publicité. Et pendant de nombreuses années, j'ai mis mes compétences au service de grandes sociétés. Et un jour, j'ai eu la possibilité de mettre toutes ces compétences au profit d'une cause qui m'a touchée, qui était la protection des enfants sur Internet, mais aussi parce que j'ai fait une très belle rencontre, qui était sa fondatrice, donc la fondatrice d'Action Innocence, qui est Madame Wertheimer. L'élément déclencheur est différent pour chaque personne. Donc je crois que pour moi, ça a été une combinaison de plusieurs facteurs, avec un terrain favorable, un terrain fait de valeurs de justice sociale, également d'entraide et beaucoup d'empathie, beaucoup d'attention à l'autre. C'est ce qu'on appelle en anglais le fameux care, I care about. Et puis également une rencontre, un hasard de parcours, une rencontre avec une jeune femme qui s'appelle Wanda Bédard lors d'une soirée de gala à l'UNICEF pour le 50e anniversaire de l'UNICEF Canada, où on avait fait une levée de fonds pour une école au Burkina Faso, et l'envie d'aller un peu plus loin avec elle et avec d'autres complices de fondation pour mieux choisir nos projets, pour avoir un meilleur contrôle de la chaîne d'allocation des dons jusque sur le terrain. Voilà, c'est ces valeurs-là et cette rencontre qui est vraiment un pur hasard, mais quelque chose de très très personnel, une promesse également. En fait, ces valeurs et cette rencontre m'ont permis de réaliser une promesse que j'ai faite à quelqu'un, que je chéris beaucoup, et qui peut-être à vos yeux va être perçue comme plein de candeur et d'utopie, mais c'est de rendre le monde meilleur, un monde plus juste, un monde plus équitable, où chacun aurait sa place. Et je pense que par le biais de l'éducation, on peut y arriver. Alors j'ai fait préciser que ma fondation s'appelle Vallée et pas Odon Vallée, parce que c'est une tradition familiale de générosité et que mon père, ma mère, mon frère y ont participé. Donc incontestablement, je crois que le climat dans lequel j'ai été élevé poussait d'une part à une générosité et d'autre part à un train de vie sinon modeste, du moins moyen, qui faisait que je n'ai jamais été dans la gêne, mais je n'ai jamais été élevé dans le luxe, et que par conséquent, quand j'ai été à la tête d'un patrimoine assez important, je n'en avais pas besoin. Ça, c'est le premier point, la famille. Deuxième point, probablement la religion. Vous savez que je suis historien des religions. Bon, la famille de ma mère était très croyante, très catholique, mais ma fondation est laïque. Mais cela étant, je pense qu'il y a quand même un lien entre philanthropie, charité. Je crois que ça figure d'ailleurs plus ou moins dans le titre du livre, dons et pratiques caritatives. Sur les 25 000 bourses que j'ai remis en 11 ans au Bénin, au Vietnam, en France, il y en a qui n'ont pas de religion. En 88, j'ai fondé ma première fondation, celle qui donne les prix universitaires. Je l'ai fait de manière très rapide, très brutale, vraiment en quelques semaines, après avoir lu l'histoire d'un homme qui reste pour moi le modèle absolu du mécène. Je dirais la perfection. Et cet homme, qui est décédé il y a quelques années, que je n'ai pas connu, s'appelait Gérald Cantor.
Ceux d'entre vous qui ont eu la possibilité ou la chance d'aller sur le campus de l'université de Stanford ont peut-être visité le musée Rodin, qui a la plus grande collection d'œuvres de Rodin après le musée de la rue de Varennes et qui l'a entièrement financé, tant le musée que les objets qui sont à l'intérieur. Et en cela, il me donne l'image, je dirais, du donateur de l'Antiquité, celui qui vivait avec sa cité les manifestations du théâtre, du chœur et des danseurs. Donc il y a cette dimension dont on a parlé, qui est la dimension purement de charité, il y a la réflexion, et puis il y a aussi cette autre dimension qui est simplement l'intérêt et je dirais le prélude à une suite, à une poursuite, à un grand investissement. Et alors Cantor était, donc c'était un très grand financier, un Cantor Fitzgerald. Ceux d'entre vous qui sont du monde de la finance connaissent cette maison de New York. Cantor a commencé sa passion de Rodin dans les années 50, à une époque où les Rodins étaient évidemment autrement plus accessibles qu'aujourd'hui. Et il soutenait des étudiants américains qui venaient à Paris faire leur thèse sur Rodin. Et quand je dis soutenait, ça veut dire qu'il leur payait le transport, qu'il leur payait le logement, qu'il suivait leurs recherches, qu'il correspondait avec eux, qu'il se préoccupait de savoir ce qu'ils mangeaient et même comment ils étaient blanchis, puisque à Paris, il n'y avait pas les laundries qu'il y a en Amérique. C'était un homme qui s'investissait complètement dans le domaine qu'il soutenait. Le fait d'être aidé par quelqu'un qui est puissamment investi dans l'action qu'il soutient est une immense garantie de futur. Je me suis demandé si c'était une fibre religieuse, même si j'ai été élevée en Afrique où il y avait les pères blancs, etc., ou est-ce que c'était plutôt justice sociale, parce que mon héros, quand j'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans, c'était quand même Albert Schweitzer. Et donc, mon rêve d'enfant, c'était absolument pas du tout d'être professeur en faculté de SES, mais d'être médecin. Mais en même temps, j'étais ennuyée parce que je voulais inventer des choses. Donc, il y avait un certain tiraillement. Mais c'était la justice sociale. C'est-à-dire que très clairement, quand tous les jours d'une enfance, vous voyez des enfants qui ont votre âge, qui sont sur les mêmes bancs, on rit ensemble, on joue à la marelle ensemble, et puis vous savez très bien que vous aurez des vies différentes. Tout simplement parce qu'ils viennent, ils ne sont pas fils de ministre, ils sont d'un milieu modeste, alors qu'ils sont malins comme tout. Vous avez vraiment envie de dire depuis toute petite, enfin moi je pense que j'avais 5 ans, 6 ans, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour ? Et puis c'est terriblement frustrant quand on est une petite fille de s'apercevoir qu'on est vraiment fragile, qu'on ne peut pas faire grand-chose en fin de compte. Donc, si la personne qui me lègue de l'argent pour le Vietnam veut que ce soit remis aux jeunes des minorités ethniques, je remets moi-même l'argent. Et au Bénin, j'ai 2 gendarmes avec Kalachnikov et pistolet. C'est pas de la blague, c'est pas de la blague, car des sommes qui peuvent nous paraître modestes là-bas sont énormes et qui sont vraiment prêts à défendre la caisse. Donc il n'y aura pas un sou de volé. On m'appelle parfois l'adjudant valet. Quand j'ai créé la fondation Arditi, c'était en 88, donc il y a de cela 23 ans. J'avais en parallèle à mes activités d'homme d'affaires, depuis, je dirais vraiment presque toujours, passé quelques heures par semaine à enseigner à l'école polytechnique de Lausanne. C'est toujours là que j'ai enseigné. Et à un moment donné, je n'arrivais tout simplement plus à combiner mes horaires d'homme d'affaires avec ceux
que m'imposait l'enseignement. Je n'ai pas voulu quitter le monde de l'université et l'école polytechnique à laquelle j'étais très attaché. Et voilà comment se sont passées les choses. Lorsque j'ai été appelé au sein de l'orchestre de la Suisse romande, je ne suis pas rentré là-bas dans l'idée de participer au financement, mais c'est venu par la suite et ça s'est fait naturellement. Et même chose au conservatoire, même chose pour la fondation Les Instruments de la Paix que j'ai créée avec un ami palestinien pour l'enseignement de la musique aux enfants de Palestine. Ce sont des choses qui se sont faites au fond naturellement. On était je dirais presque un groupe de dirigeants, on était 13 ou 14 à travailler ensemble et on s'entendait très très bien et au moment donné on a dit qu'est-ce qu'on va faire d'autre que simplement se rencontrer, faire un club intellectuel, de management et nous avons décidé ensemble, je dirais, de prendre ce projet et puis de dire ok, on va y aller, on a toujours eu envie, on donne notre temps parce que c'est pas 1 heure que vous passez, c'est du temps qui est en vous. Et le troisième et dernier point, c'est probablement le code civil français qui ressemble au code portugais, suisse, espagnol, italien, etc., avec les héritiers réservataires. C'est-à-dire le fait que les gens qui ont des enfants ne peuvent pas effectivement donner l'intégralité de leur patrimoine. N'ayant pas moi-même d'enfants, je pouvais donc donner ce que j'ai fait, l'intégralité de ce patrimoine, à la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France. Vous avez parlé, monsieur, d'émotion. Je suis vraiment sur le même plan que vous. Vous avez parlé de réflexion. Je suis entièrement d'accord avec vous. D'intérêt personnel, oui. Mais je rajouterai un autre mot qui est la confiance. Vous donnez parce que vous croyez en une cause, mais également parce que quelqu'un de confiance vous a demandé de donner. Nous basculons dans un monde de partage où vous avez envie de partager avec les autres ce que vous avez, votre temps, vos projets, comme a dit Metin Arditi, vos passions, et d'échanger également. Et là, je pense, je suis même convaincue, que nous avons vraiment changé de siècle. Il n'y a pas les donneurs d'un côté, les receveurs de l'autre, les pauvres et les riches. Et à partir du moment où on a compris qu'on était dans une logique de partage, ça devient beaucoup plus fluide.